Une vie, une œuvre. Alors il parlait devant un vaste public. Il disait des choses complètement incompréhensibles, dans un patois souabe qui le rendait ridicule, et puis en tout le temps en puisant dans sa tabatière, en tout sautant, en s'interrompant, en se perdant dans ses papiers, il mélangeait tout. Les gens ne comprenaient rien, s'indignaient, mais au bout de quelques heures de cours, ils commençaient à saisir un peu de quoi il s'agissait, et peu à peu, ils comprenaient, et peu à peu, ils adhéraient. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Par Christine Goémé. Jacques Dante, Hegel naît en 1770 à Stuttgart. Ça veut dire qu'il aura 19 ans en 1789. Et voilà donc une vie qui est, on pourrait presque dire, liée malgré elle à la préparation de la Révolution française, à sa réception en Allemagne et au fond à ses 20 ans. C'est tout à fait cela. Elle est placée tout entière, à mon avis, depuis sa maturité, sous le signe de la Révolution française. Et comme la Révolution française est un événement essentiellement révolutionnaire par définition, la vie de Hegel est placée elle aussi sous le signe de la Révolution. Révolution dans ses idées, révolution dans son milieu, constante révolution dans sa vie. C'est une perpétuelle évolution et un perpétuel changement auquel nous assistons. Et puis beaucoup de chance aussi. Par exemple, 1788, donc Hegel entre au Stift de Tübingen. Et ensuite, en 1790, Hegel aura pour compagnon de chambre à la fois Hölderlin et Schelling. Compagnon de chambre, compagnon de chance, on peut dire. Oui. Parce qu'évidemment, se trouver en relation dès sa jeunesse avec des esprits qui devaient devenir si éminents, c'était là un sort peu commun en Allemagne, mais c'était aussi la caractéristique de ce fameux Stift de Tübingen, rendu célèbre en particulier par ses trois compagnons qui l'ont marqué de leur notoriété. Mais le Stift de Tübingen mérite qu'on s'y arrête un instant. C'était une institution protestante, fondée par le duc de Wurtemberg pour former des pasteurs protestants. Le duc de Wurtemberg était en quelque sorte le chef des croyants, si l'on peut dire, dans cet État. Et donc il se préoccupait d'avoir dans son clergé un nombre suffisant de pasteurs. Mais il se trouve que beaucoup de jeunes gens, qui n'avaient pas du tout la vocation de pasteur, disaient qu'ils l'auraient, feignaient de l'avoir pour pouvoir entrer au Stift. Parce que cette entrée au Stift était la première condition pour bénéficier d'une bourse d'enseignement. Or, comme ils étaient de familles modestes, c'était l'ouverture à l'enseignement supérieur, si l'on peut dire. Et donc, ils se procuraient une culture en faisant croire qu'ils avaient une vocation. Ceci dit, pour le cas de Hegel, il y avait aussi un motif religieux, car Hegel avait perdu sa mère alors qu'il était très jeune, et celle-ci, avant de mourir, avait exprimé le souhait qu'il devînt pasteur. Et donc, il a en quelque sorte respecté ce vœu de sa mère jusqu'à un certain point, puisque finalement, il s'est détourné de cette perspective pastorale. Alors voilà, là on a déjà ce qui va constituer même la personnalité, le travail, la singularité de Hegel, c'est cette rencontre justement, la théologie d'un côté, et la révolution de l'autre. Alors c'est à la fois leur histoire, leur croisement, leur distance, leur séparation, et au fond tout ce qui se joue entre ces deux termes, à la fois révolution et théologie, qui va constituer le fond du travail de Hegel, Jacques Dante. Oui, certainement, avec naturellement l'intervention de son originalité propre.
Mais à ces deux thèmes principaux dont vous soulignez l'importance, peut-être en faut-il ajouter du point de vue idéologique un autre et du point de vue pratique encore un quatrième. Du point de vue idéologique, du point de vue de l'histoire des idées, l'influence extrêmement profonde sur lui de la culture grecque, de la culture de l'Antiquité grecque, qui était en Allemagne quelque chose de très répandu, mais qui a particulièrement marqué la formation de Hegel. Et puis, les conditions générales de vie économique, sociale et politique de l'Allemagne, qui sont très particulières, non seulement de l'Allemagne, mais du Württemberg. Il n'y a pas d'Allemagne à l'époque. Et un des premiers écrits de Hegel aura comme première phrase « L'Allemagne n'est pas un État ». Il y a une multiplicité, des centaines de petites principautés, de petits pays, et les patriotes allemands désespèrent de voir cet état de l'Allemagne, surtout lorsqu'ils comparent leur pays à la France et à sa destinée unificatrice. La France, c'est le modèle politique pour le monde entier à l'époque, et notamment parce que c'est un pays unifié, où il n'y a plus de provinces, de régions à partir de la Révolution française, n'est-ce pas ? Il y a le jacobinisme unificateur qui fait l'admiration de l'Europe et du monde, et les jeunes Allemands sont aussi fascinés par cela. Il faut rappeler que l'un des Stiftler, comme on dit, l'un des pensionnaires du Stift de Tübingen, quelques années avant Hegel, s'était enfui du Stift parce qu'il avait publié dans un journal une très vive critique de cette institution, et il avait dû émigrer en France, et en France, devenu d'abord le précepteur de l'un des plus grands girondins politiques, à Bordeaux, il est ensuite devenu, tout en restant allemand pendant un certain temps, ministre des Affaires étrangères de la France, Reinhardt. Et bien sûr, de tels exemples ne pouvaient pas ne pas influencer des Stiftler qui étaient impatients de supporter le joug à la fois des relations politiques étriquées de l'Allemagne en général et puis de la vie particulièrement sombre et en quelque sorte contraignante qu'on leur faisait subir au Stift. On a parlé des 20 ans, parlons des 30 ans. Les 30 ans, c'est la publication par les frères Schlegel du premier organe du romantisme. Les 30 ans de Hegel, c'est Humboldt qui entreprend son expédition en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et on sait quelle importance ça va avoir pour Hegel, cette espèce d'ouverture comme ça sur le monde entier, cette ouverture géographique sur le monde. Ensuite, on peut dire que ce sera aussi, c'est l'époque de Beethoven, enfin où cette jeunesse entend des... Hegel n'a pas eu l'air de s'apercevoir que Beethoven existait. Mais quand même, ça, c'est une petite faiblesse de sa part. C'est tout de même une époque extraordinaire. Et puis, bon, mais on va peut-être insister avec vous sur cette période de d'Iéna. En 1801, donc, Hegel va être maître assistant à l'université d'Iéna, et là, il y a vraiment une période de sa vie qui s'ouvre à ce moment-là, une période tout à fait fondamentale. Certainement. Il y a dans la vie de Hegel des périodes successives qui sont très remarquablement marquées par son émigration de ville en ville ou même de pays en pays, et certainement Iéna est une des périodes les plus importantes dans l'élaboration de sa pensée. Mais vous avez dit, il a vécu dans une période magnifique. Alors, bien sûr, pour nous qui observons ça rétrospectivement, c'est un beau spectacle. Pour ceux qui la vivaient, c'était moins agréable. Le nombre de personnes qui se sont suicidées dans l'entourage de Hegel est considérable. C'était sans doute romantique de se suicider, mais enfin, les gens ne se suicidaient pas tellement par romantisme, mais par désespoir, et parfois par désespoir politique. C'est arrivé à plusieurs de ses amis. Lui-même a eu une vie extrêmement difficile jusqu'à la période de Iéna, ou même après la période de Iéna, nous aurons l'occasion peut-être d'en dire quelques mots. Il a été vraiment dans une situation presque misérable. Pensez, il a été obligé, en quittant le Stift, puisqu'il ne voulait pas être pasteur, il a été obligé d'accepter la condition difficile, précaire, humiliante de précepteur dans une famille riche, de même que Hölderlin, de même que Schelling. On sait ce que cela a donné pour Hölderlin, une destinée tout à fait tragique. La destinée du précepteur dans une famille riche
est soumise à toutes sortes de contingences et parfois elle se termine, comme pour Schelling, dans un drame. Ça n'a pas été un drame pour Hegel, mais enfin il a été obligé d'émigrer pendant 3 ans en Suisse, perdu dans la nature, si on peut dire, puisqu'il vivait presque toujours à la campagne, isolé des grands courants intellectuels, et il a eu la chance, sans doute d'ailleurs grâce à des relations maçonniques, de pouvoir ensuite entrer comme précepteur à Francfort aussi, où se trouvait déjà Hölderlin, et d'ailleurs Hölderlin a travaillé pour qu'il puisse venir là. Il est entré comme précepteur dans la maison de l'un des grands chefs de la maçonnerie allemande, en même temps d'ailleurs que l'un des chefs de l'illuminisme bavarois, donc l'ordre secret des Illuminés de Bavière, éminemment subversif, et cela lui a permis d'entrer en contact avec les courants intellectuels romantiques de Francfort, dont vous avez rappelé quelques noms particulièrement éminents. Mais cela ne pouvait pas durer, et puis il a dû aussi quitter Francfort, et à ce moment-là, une chance si l'on peut dire, mais qui l'a cependant douloureusement frappé, son père est mort, lui laissant un tout petit héritage, et il a été manger cet héritage à Iéna. C'était la première fois dans sa vie qu'il pouvait faire en quelque sorte des études à peu près tranquillement. Il a fait des études donc à Iéna grâce à cet héritage et en même temps, pour en quelque sorte agrémenter cela, il a réussi à être employé comme professeur extraordinaire à l'université d'Iéna. Extraordinaire, ça voulait dire extraordinarius. Ça voulait dire, c'était tellement extraordinaire qu'il était complètement en dehors des normes, sans salaire, sans statut. Ah oui. C'était les étudiants qui payaient. Il fallait donc avoir des étudiants. Ah oui. S'il n'y avait pas d'étudiants. Et c'est curieux parce que Hegel, qui a toujours eu la réputation de s'exprimer difficilement, lourdement, par périphrases infinies, en tout sautant, en prisant, dans un dialecte souabe que personne ne comprenait, Hegel a tout de même réussi à avoir des étudiants, et même, il s'en vante dans une lettre, à en avoir davantage à la fin de l'année qu'au début, ce qui était donc la preuve de sa réussite. À Iéna, il était sous la protection du ministre de l'instruction publique et des cultes, Goethe. Il y avait Goethe. Et puis, il était en relation avec le chef de l'Église, enfin, le chef intellectuel de l'Église luthérienne, Herder, donc de grands philosophes. Et puis, il succédait à Fichte. Et puis, il y avait eu Reinhold. Iéna, c'était l'université éminente, l'université la plus connue, la plus prestigieuse, la plus libre, surtout. Le duché de Saxe-Weimar, avec Goethe, était à peu près le seul endroit en Allemagne où l'on pouvait, dans une certaine mesure, dire ce que l'on pensait. Pas trop, parce que Fichte l'a dit un peu trop et on l'a mis à la porte. Oui. Mais il y avait mis du sien, il n'avait pas été conciliant. Et puis tout ça s'est mal terminé, encore, et chaque fois, ça se termine toujours mal, parce que les Français sont venus. Les Français ont pris Iéna d'assaut, ont incendié la ville, ont pillé la plupart des maisons, et notamment celle de Hegel. Il n'avait plus de salaire du tout. Goethe a écrit, n'est-ce pas, à un de ses amis, donne-lui 10 thalers pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse survivre. Et puis l'université d'Iéna a été fermée. 1806, les troupes françaises arrivent, et c'est en même temps la dernière page de la phénoménologie de l'esprit. Iéna. Les troupes arrivent, mais ce sont les troupes déjà napoléoniennes. Et Hegel dit avoir vu passer Napoléon dans une rue d'Iéna, et déjà il a été immédiatement séduit. Il a vu passer l'âme du monde à cheval. Séduit par Napoléon, il restera napoléonien désormais jusqu'à la fin de sa vie, mais à la manière allemande. Il voit en Napoléon celui qui est venu bouleverser les rapports sociaux et politiques archaïques de l'Allemagne, celui qui a en quelque sorte chahuté tout cette espèce de puzzle de petits États, qui a réuni de petits États en des États plus grands, qui a supprimé les anciens privilèges de la noblesse, qui a donné notamment aux Juifs le droit de citer. Les Juifs étaient encore dans des ghettos quand Napoléon est entré, et il leur a accordé. C'est-à-dire que pour Hegel, il faut bien dire d'ailleurs comme pour Goethe,
Napoléon, c'est au fond, c'est la modernité. C'est ça, la modernité. La modernité et le libéralisme. Hegel le dit. Napoléon a répandu en Allemagne les idées libérales. Ce qui montre, entre autres d'ailleurs, que Hegel lui-même se considérait comme libéral. Il faut se rendre compte qu'être libéral à l'époque, ça n'était pas comme être libéral en notre temps. Être libéral à l'époque, c'était le dernier cri. Ça vous faisait jeter parfois en prison. Être libéral, c'était à la fois être libéral du point de vue économique. Il l'a lui-même dit. Il avait lu dans sa jeunesse encore, entre autres, des théoriciens libéraux anglais, notamment Steuart et Adam Smith, qu'il cite à bien des reprises. Et puis c'était aussi un libéralisme politique. Jean-Pierre Lefebvre, vous avez traduit le premier grand livre de Hegel, La phénoménologie de l'esprit. Alors de quoi et comment ce livre est-il fait? Il y a manifestement la concomitance d'un projet déjà très élaboré, c'est-à-dire d'un travail fait par quelqu'un qui sait où il va, qui sait où il veut arriver, et en même temps de facteurs de brouillage qui sont divers, qui sont des facteurs intrinsèques à la pensée de Hegel lui-même, d'une part, c'est-à-dire des questions qu'il n'a pas réglées et au-dessus desquelles il est néanmoins obligé de passer et qui du coup vont l'être dans ce livre de façon sujette à caution. Et puis d'autre part, il y a des facteurs extérieurs, notamment la hâte d'en finir dans des conditions qui n'étaient pas très, très faciles, qui impliquent le biographique aussi. Entre autres choses, le fait qu'il avait fait un enfant à sa logeuse. Et que, sans doute aussi pour cela, il est parti. Mais c'est certainement pas la seule raison. Et ceci a débouché sur une espèce de querelle d'interprétation qui s'est formalisée, bien sûr, dans la tradition philosophique, autour d'une espèce d'alternative concernant la phénoménologie, qui est la suivante: ou bien la phénoménologie est ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire une espèce d'entrée dans le système hegelien, dont Hegel voit déjà globalement comment il va s'organiser. Et donc on peut la considérer comme une espèce d'introduction, et au départ Hegel d'ailleurs la présente comme ça. Oui. Et dans ce cas, le texte est aspiré par ce qu'il est censé introduire, c'est-à-dire la logique, principalement. Et donc il est déjà gros de toute une série de choses concernant la logique, de la logique, qui vont se développer après, mais qui ont déjà une préhistoire, parce que Hegel a beaucoup travaillé sur la logique à Iéna. Et donc il est légitime de lire la phénoménologie comme cela, c'est-à-dire de lui appliquer à la limite le sens d'un certain nombre de mots, par avance, donc de projeter d'une certaine façon la grille de la logique sur la phénoménologie. Ça, il y a toute une école qui l'a fait et qui continue de le faire. Ça peut se manifester dans les traductions aussi par le désir de traduire de la même façon les deux textes, en appliquant les mêmes critères, en considérant que la langue est déjà suffisamment mûre. Bon, ça c'est un point de vue que je ne partage pas entièrement. Et l'autre ligne d'interprétation de la phénoménologie consiste à dire que même si les choses commencent comme ça, c'est un ouvrage qui, comme il est aussi le premier grand ouvrage de Hegel, devient la tentation, l'occasion d'exposer une première fois déjà l'ensemble du système. Qui sera développé par la suite. Qui sera développé par la suite. Notamment dans la science de la logique. Voilà. C'est-à-dire que du coup, le livre devient une espèce d'anticipation extraordinairement dense, confuse, mais
titulaire d'une espèce Un creuset, en quelque sorte. Un creuset, beaucoup plus qu'un creuset, parce qu'un creuset, c'est encore un instrument. Mais c'est la matière même qui s'y trouve. Oui. L'or. Et une espèce comme ça de boule magique et merveilleuse, pleine d'imperfections, comme certains corps célestes qu'on ne connaît pas bien, et dans laquelle tout se trouve déjà. Et de fait, la phénoménologie a fonctionné dans l'histoire, chez ses lecteurs, puis fonctionne déjà elle-même en tant que texte, comme logique. Bon, ça, c'est encore à la limite compatible avec la première version. Comme phénoménologie, bien sûr, évidemment, oui. Mais aussi comme philosophie de l'histoire, comme histoire de la philosophie discrète, comme ça, en creux, comme philosophie du droit, comme philosophie de la religion, comme esthétique. Les gens qui font des livres sur la philosophie de l'art chez Hegel utilisent des passages de l'esthétique, mais ne peuvent pas s'empêcher de mettre des pages entières de la phénoménologie. Donc vous pensez qu'il y a vraiment déjà tout, là? Et voilà, c'est ça le paradoxe, c'est ça le paradoxe de ce livre, c'est que il contient déjà tout et en même temps, à la limite, il n'y a encore rien. Il contient déjà tout et il est tenu aussi par la conscience que le tout c'est pour plus tard. Il y a une tension entre ces deux ambitions qui a rendu le livre difficile. Ça demeure un livre très difficile. Oui. Je suis très frappé. C'est un livre très difficile, ça c'est vrai. Actuellement, quelle que soit la traduction d'ailleurs, oui, la traduction d'Hippolyte ou la vôtre, en font un livre extrêmement compliqué. Voilà. Jean-Pierre Lefebvre, sur les enjeux de la phénoménologie, sur ce qui s'y joue réellement, de crucial pour la pensée de Hegel et pour nous autres lecteurs de Hegel, est-ce que, au fond, vous pourriez nous lire un texte, un extrait de cette phénoménologie et nous expliquer, au fond, pourquoi, justement, c'est important? Oui. Bon, c'est un enjeu pour tout le monde, effectivement. C'est un enjeu pour lui, un enjeu vital. Il faut qu'il y arrive. Hegel est quelqu'un qui a, par rapport à Schelling, justement, qui a du mal à produire et réussir un premier livre, un gros livre, c'est un enjeu, au sens propre. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il joue là sa carrière, sa philosophie. Sa pensée même, quoi. Sa pensée même, c'est une épreuve décisive, au sens vraiment propre du terme décisive. Bon, c'est un enjeu pour le lecteur aussi, un peu dans la même mesure, l'idée d'arriver jusqu'au bout, de comprendre les choses plus ou moins, etc. C'est un enjeu, une épreuve pour celui qui se dit que pour continuer à penser, il faut s'être soumis à cette difficulté-là. C'est une espèce d'examen de passage, avec d'ailleurs un risque, c'est qu'il n'est pas du tout nécessaire que tout le monde comprenne, et la difficulté du texte fait que c'est peut-être pas un bon livre de ce point de vue. Il peut décourager les gens de manière indue. Je veux dire que il n'y a rien à reprocher intellectuellement à quelqu'un qui a un mal de chien à comprendre ce texte. De ce point de vue, ça peut être un danger finalement de le lire. Et puis c'est un enjeu bien sûr pour tous les interprètes de la pensée de Hegel aujourd'hui, puis pas seulement de la pensée de Hegel, mais de ce qui s'est développé après. Ce sont des choses qui continuent de vivre, et donc un peu comme dans l'histoire du Big Bang, enfin ce qui se passe à un certain moment du processus est le plus près possible du début et décisif pour la compréhension de ce qui suit. Et donc les gens qui essaient de comprendre l'ensemble de la philosophie de Hegel accordent une très grande importance à ce texte, et il y a un enjeu dans l'interprétation du texte. Bon, alors l'enjeu, c'est souvent ce qui est le but, c'est la cible qu'on vise. Et de ce point de vue, les pages qui ont le plus d'intérêt, ce sont bien sûr les pages de la fin. On vous écoute alors. C'est toujours assez long, les lectures de Hegel. On ne peut pas se contenter de lire un paragraphe, comme c'est le cas. Faites-nous une longue lecture de Hegel.
Donc on est à la page 762 de la première édition, c'est-à-dire assez près de la fin, puisque l'ouvrage s'achève page 765, c'était des pages assez petites. Dans le savoir, l'esprit a donc clos le mouvement de son affiguration, dans la mesure où celle-ci est affectée de la différence indépassée de la conscience. Il a conquis l'élément pur de son existence, le concept, le contenu selon la liberté de son être et le soi-même qui s'aliène, ou encore l'unité immédiate du se savoir soi-même. C'est le mouvement pur de cette aliénation qui constitue, si on l'examine quant au contenu, la nécessité de ce contenu. Le contenu divers est, en tant que contenu déterminé, dans le rapport et non pas en soi, et son inquiétude est de s'abolir lui-même, ou encore il est la négativité. La nécessité ou diversité, de même qu'elle est l'être libre, est donc tout aussi bien le soi-même, et dans cette forme otique, où l'existence est immédiatement pensée, le contenu est concept. Dès lors donc que l'esprit a acquis le concept, il déploie l'existence et le mouvement dans cet éther de sa vie et est science. Les moments de son mouvement ne s'exposent plus en celle-ci comme des figures déterminées de la conscience, mais, dès lors que la différence de celle-ci est retournée dans le soi-même, il s'expose comme des concepts déterminés et comme le mouvement organique est fondé en soi-même de ceux-ci. Si dans la phénoménologie de l'esprit, chaque moment est la différence du savoir et de la vérité, ainsi que le mouvement dans lequel cette différence s'abolit, la science, en revanche, ne contient pas cette différence et son abolition, mais, dès lors que le moment a la forme du concept, il réunit en une unité immédiate la forme objectale de la vérité et du soi-même qui sait. Le moment n'entre pas en scène comme ce mouvement de passage incessant de la conscience ou de la représentation dans la conscience de soi et inversement, mais sa figure pure et libérée de son apparition phénoménale dans la conscience, le pur concept et son mouvement de progrès ne sont suspendus qu'à sa déterminité pure. Et inversement, à chaque moment abstrait de la science correspond une figure de l'esprit dans son apparition phénoménale. De même que l'esprit existant n'est pas plus riche qu'elle, il n'est pas non plus, dans son contenu, plus pauvre qu'elle. La connaissance des purs concepts de la science dans cette forme de figure de la conscience constitue le côté de sa réalité selon lequel son essence, le concept, qui en elle est posé comme pensée dans sa médiation simple, désarticule les moments de cette médiation et s'expose selon l'opposition intérieure. La science contient en elle-même cette nécessité de se défaire de la forme du concept pur, ainsi que le passage du concept dans la conscience. L'esprit qui se sait, en effet, précisément en ce que et parce qu'il appréhende son concept, est l'identité immédiate avec soi-même qui, dans sa différence, est la certitude de l'immédiat, ou encore la conscience sensible, le commencement dont nous sommes partis. Ce congédiement de soi hors de la forme de son soi-même est la liberté et l'assurance suprême de son savoir de soi. Pourtant, cette aliénation est encore imparfaite. Elle exprime la relation de la certitude de soi-même à l'objet qui, précisément, en ce qu'il est dans la relation, n'a pas conquis sa liberté pleine et entière. Le savoir ne se connaît pas seulement soi-même, mais connaît aussi le négatif de soi-même, ou encore sa limite. Savoir sa limite signifie savoir se sacrifier. Ce sacrifice est l'aliénation dans laquelle l'esprit expose son devenir esprit, dans la forme de la libre événementialité contingente, en contemplant son pur soi-même comme le temps, souligné, hors de lui, et pareillement son être comme espace. Ce dernier devenir qui est le sien, la nature, est son devenir immédiat vivant. La nature, l'esprit aliéné, n'est rien d'autre
dans son existence que cette éternelle aliénation de sa pérexistence et le mouvement qui produit le sujet. L'autre côté de son devenir, cependant, l'histoire, est le devenir qui sait et se fait savoir en s'intermédiant, l'esprit aliéné au temps. Mais cette aliénation est tout aussi bien aliénation d'elle-même, le négatif est le négatif de lui-même. Ce devenir présente un mouvement paresseux et une indolente succession d'esprits, une galerie d'images dont chacune est pourvue de la richesse complète de l'esprit et ne se meut précisément de si indolente façon que parce que le soi-même doit pénétrer et digérer toute cette richesse de sa substance. Dès lors que son achèvement consiste à savoir parfaitement ce qu'il est, c'est-à-dire sa substance, ce savoir est son entrée en soi, dans laquelle il quitte son existence et lègue sa figure au souvenir. En cette entrée en soi-même, il est enfoncé dans la nuit de sa conscience de soi, mais son existence disparue est conservée dans cette nuit, et cette existence abolie, enlevée et mise de côté, ce qu'il y avait antérieurement, mais nouvellement né du savoir, est la nouvelle existence, un nouveau monde et une nouvelle figure de l'esprit, en laquelle il doit, de façon tout aussi ingénue, recommencer depuis le début, par son immédiateté, puis, partant d'elle, s'élever et devenir grand, comme si tout ce qui précédait était perdu pour lui, comme s'il n'avait rien appris de l'expérience des esprits d'avant. Mais le souvenir, en ce qu'il est intériorisation, a conservé cette expérience. Il est l'intérieur et la forme bel et bien supérieure de la substance. Si donc cet esprit reprend au commencement son éducation et sa culture, en semblant ne partir que de lui-même, c'est en même temps à un degré supérieur qu'il commence. Le royaume des esprits qui s'est formé de la sorte dans l'existence constitue une succession dans laquelle un esprit a pris le relais de l'autre et où chacun a pris en charge du précédent le royaume du monde. Son but est la révélation de la profondeur, et celle-ci est le concept absolu. Cette révélation, partant, est l'abolition de sa profondeur, ou encore, elle est son étendue, la négativité de ce je qui est en soi, laquelle est son aliénation ou sa substance, et son temps est le temps que cette aliénation s'aliène chez elle-même, et soit dans son étendue tout aussi bien que dans sa profondeur, pour le soi-même. Le chemin qui mène à ce but, au savoir absolu, ou encore à l'esprit qui se sait comme esprit, est le souvenir des esprits tels qu'ils sont chez eux-mêmes et accomplissent l'organisation de leur royaume. Leur conservation, selon le côté de leur libre existence dans son apparition phénoménale sous la forme de la contingence, est l'histoire, tandis que du côté de leur organisation comprise de manière conceptuelle, c'est la science du savoir dans son apparition phénoménale. L'une et l'autre réunies ensemble, l'histoire comprise conceptuellement, constitue le souvenir et le Golgotha de l'esprit absolu, l'effectivité, la vérité et la certitude de son trône, sans lequel il serait solitude sans vie. C'est seulement du calice de ce royaume d'esprit que monte à lui l'écume de son infinité. Voilà donc un texte très, très poétique, très rhétorique, il fait penser à Bossuet un peu par moment, et qui est le texte d'une certaine manière du résumé des enjeux. Et parmi les enjeux, il y a aussi la nécessité de revenir au commencement, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ce chemin soit fait pour recommencer d'autres cheminements et surmonter la contradiction qu'il y a à avoir fait le chemin, donc à avoir un passé, une histoire, etc., et à accompagner quelque chose qui est une vie, qui nécessairement commence en deçà de ce chemin, qui refait les expériences de la nature sensible, qui repasse par toutes les
correction successive, abolition d'erreurs premières qui sont toujours les premières figures de la vérité, donc fasse le chemin qui va de la certitude sensible à la perception, puis au raisonnement de l'entendement, puis à la conscience de soi qui débouche dans la raison qui débouche dans l'esprit, et l'esprit qui débouche dans l'esprit absolu. Mais ce que montre justement ce passage, enfin cette fin du texte, c'est que ça ne se termine pas dans une espèce d'apothéose, un peu comme la Divine Comédie, mais d'une certaine façon, on revient très clairement, c'est répété. On revient au temps, on revient à l'histoire. On revient à l'histoire, oui. Et d'une certaine façon, on revient à la vie. Lorsqu'il quittera Iéna en 1807, Pierre Osmo, pour être journaliste pendant quelques mois à Bamberg, et puis en 1808, occuper enfin des fonctions de professeur de lycée, de directeur de lycée, pour en arriver, bien des années après, en 1816-1817, être professeur d'université à Heidelberg et gagner en 1818 Berlin, tous ces déplacements constituent à la fois l'approfondissement d'une pensée qu'on pourrait dire unique par sa profondeur et par ses exigences, et en même temps, on peut considérer que cette pensée ne cesse de se remanier, de revenir sur elle-même pour se réassumer avec toujours plus de rigueur, avec l'espoir d'une unification aussi complète que possible, parce que tout le problème de Hegel, au fond, depuis qu'il a quitté Tübingen, c'est de mettre fin dans la pensée, dans la réalité aussi, et c'est tout le problème, de mettre fin à quelque chose qu'il vit avec une intensité extraordinaire, avec l'intensité probablement d'une conscience philosophique. Et en cela, il est exemplaire, et c'est pour ça qu'on y revient sans cesse à Hegel quand on est philosophe. Et c'est l'expérience du déchirement, de la scission, de la rupture, oui, et de l'arrachement aussi. Alors. Oui, avec ce que ça appelle évidemment de nécessité au plan des solutions et au plan, je dirais, des réconciliations. Et peut-être que toute la philosophie de Hegel est tendue en effet entre une expérience de la scission et d'autre part une recherche acharnée au plan philosophique de la réconciliation. C'est peut-être aussi les limites de sa philosophie, parce que la réconciliation s'opère peut-être dans la pensée, mais nous sommes témoins aujourd'hui que la réalité est très têtue. Alors Pierre Osmo, je vais vous poser une sale question, parce que en réalité, on ne peut pas vraiment... je suis très consciente que vous ne pouvez pas y répondre, qu'il faudrait plusieurs années de cours, de travail sur le texte même de Hegel pour pouvoir répondre à ça. N'empêche que, est-ce qu'on peut, comme ça, aussi rapidement que l'est qu'un temps radiophonique imparti, est-ce qu'on peut donner comme ça des repères de ce qu'est ce fameux système hegelien? Oui, on pourrait essayer de mettre les choses en place à partir... Voilà. À partir d'une réactualisation, précisément, de ce que, dans la scission, le philosophe expérimente. Un lecteur très attentif et très admirable de Hegel, je veux dire Kostas Papaioannou, a parfaitement résumé l'état de la question, si vous voulez, au moment où le système va se mettre en place. Dans le petit livre illustré de textes tous très pertinents, n'est-ce pas, qu'il a consacré à Hegel, c'est dans la collection Segers, Agora. Kostas Papaioannou rappelle que, au fond, il y a 4 rapports fondamentaux qui constituent l'objet de la réflexion hegelienne, les rapports entre Dieu et l'homme, Dieu et la nature,
l'homme et la nature, et l'homme et l'homme. Et c'est tout cela que Hegel va essayer de réunir dans une construction intégrant tous ces rapports dans un ordre des raisons qu'il va complètement réinventer, qui constituera finalement le droit fil de ce qui va venir s'achever dans une encyclopédie, l'encyclopédie étant elle-même le tour de la question de toutes ces séparations telles qu'elles pourront être enfin surmontées et unifiées dans le travail de la pensée, dans une même raison. Alors de ce point de vue, il s'agit bien de réconcilier Dieu et les hommes, de réconcilier la religion, la politique, les arts, de réconcilier, et c'est là qu'on entre alors dans les vues à proprement parler du système, de réconcilier ce qui au fond s'est trouvé fondamentalement séparé pour le philosophe. La subjectivité d'un côté, l'objectivité de l'autre. Ce que nous avons appelé la positivité tout à l'heure, c'est l'objectivité rendue elle-même absolue face à la subjectivité retranchée dans sa propre absoluté. C'est dehors-dedans. C'est l'opposition en même temps, n'est-ce pas, du dehors, tel qu'il se constitue comme une immense contrainte, et puis le dedans, tel qu'il se constitue comme un immense désir impossible à assouvir. Et le drame ou le malheur de la conscience, c'est ça, cet abîme entre un désir propre à l'intériorité et d'autre part, une immense contrainte propre à l'extériorité. Et si le système se met en place, c'est parce que Hegel prend conscience à partir d'un certain moment que tout se joue en réalité dans une scission, qui est celle-là totalement inévitable parce qu'elle est constitutive tout simplement de la vérité autant que de la réalité. Cette scission, c'est celle de la pensée, disons du côté de la subjectivité, et celle de l'être, disons du côté de l'objectivité. Mais la pensée et l'être, lorsque Hegel comprendra que c'est de leur opposition qu'il faut partir, parce que cette opposition est en même temps une unité, tout va pouvoir se dérouler comme un immense processus de la différenciation de soi, qui ne cessera pourtant d'être le processus d'une réunification avec soi. C'est le prodige, en quelque sorte, que Hegel parvient à accomplir, en partant de quoi? De l'être, pour faire apparaître progressivement que l'être dont il part n'est pas autre chose que la pensée elle-même. C'est ce qu'on appellera son idéalisme, c'est ce qu'il revendiquera lui-même comme son idéalisme. Parce que la vérité de l'unité de l'être et de la pensée, c'est en fait ce qu'on appelle l'idée, ce que Hegel appelle lui-même l'idée. Mais l'idée, ce n'est pas quelque chose qui, comme chez Platon, est séparé des choses sensibles. L'idée est la même chose que la nature. Et l'encyclopédie progresse quand on passe de l'idée, qui est le terme ultime de la logique, de la science de la logique, c'est-à-dire en fait de la science de l'identité de l'être et de la pensée, qui est en même temps la science de leur différence. Parce que la grande idée de Hegel, c'est que l'identité et la différence ne font qu'un, ce qui l'autorise à parler de l'identité et de la différence. Voilà deux opposés on ne peut plus manifestes. Et c'est la pratique de Hegel que de rassembler les contraires en les produisant, de les réunir en les opposant. C'est sa pratique constante, c'est ce qu'il appellera sa méthode. Et ce qui anime cette méthode, c'est bien entendu le travail du négatif, qui est assumé précisément comme dialectique. C'est le sens précis de la dialectique chez Hegel que ce travail du négatif, qui ne cesse de produire de l'unité, en différenciant une unité de départ en elle-même, mais pour la remplir de contenu. Et voilà comment le système se met progressivement en place grâce à la fécondité, on pourrait dire à la productivité de la méthode, c'est-à-dire de la raison qui se rapporte d'abord négativement à elle-même en se divisant contre elle-même. Le premier travail de division de la raison contre soi, c'est le travail de l'entendement. L'entendement qui ne cesse de séparer, mais qui offre ainsi à la raison la possibilité de réunir. Et lorsque la raison fait passer les contraires l'un dans l'autre, ce qui va se produire pour finir, c'est l'identité de la différence, qui, pour Hegel, constitue, on pourrait dire, l'alpha et l'oméga de la systématicité
de l'être comme pensée et de la pensée comme être. Alors cette identité, l'identité à la différence, ça peut paraître très abstrait, mais c'est quelque chose que Hegel a commencé de mettre en place en fonction précisément de la prise de conscience du besoin philosophique. Et la prise de conscience du besoin philosophique, elle s'est faite très tôt, elle s'est faite dès Berne, dès la critique de la religion, parce que la période de Berne, c'était essentiellement la critique du positivisme, si l'on peut dire, de la positivité du religieux. Et ce que Hegel a essayé de mettre en place à partir d'un certain moment, de Berne à Francfort, c'était toute une solution des contradictions par l'amour, l'amour se présentant lui-même comme le lien du lien et du non-lien, selon une formule que Hegel a pratiquée pendant longtemps. Et le lien du lien et du non-lien, c'est ce qui est devenu de manière plus abstraite, mais plus fondamentale et plus radicale, l'identité, de l'identité et de la différence. C'est une magnifique définition de l'amour, par ailleurs. Je crois que on peut encore s'y rapporter avec profit. Tout à fait. Voilà donc le projet hegelien, qui ne peut pas se mettre en place autrement que dans une science de la logique, pour commencer, qui va se poursuivre dans une philosophie de la nature, et qui va s'achever lorsque la philosophie de la nature se ressaisit comme une philosophie de l'esprit, dans la mesure même où dans la nature, c'est l'esprit qui revient à soi après s'y être perdu, et il revient à soi, l'esprit, dans la nature, en prenant conscience que la nature n'est pas autre chose que la logique même, dont la science a reconstitué le nerf, la science de la logique, dont la science a reconstitué le nerf, et qui est le secret, pourrait-on dire, le secret de ce que la philosophie ne cesse de chercher, à se donner et à s'approprier, le secret de la vérité, pour autant que la vérité est elle-même l'adéquation de la pensée et de l'être. Et la vérité change de sens avec Hegel lorsque, loin que ce soit le signe de cette adéquation de la pensée et de l'être, elle est en tant que telle la même chose que la réalité. Il n'y a plus de différence à faire chez Hegel entre la vérité et la réalité, parce que la science de la logique elle-même est en tant que telle la mise à jour de ce que Hegel appelle en allemand la Wirklichkeit, qu'on traduit désormais par l'effectivité, et où il faut voir justement ceci, c'est tout le secret de la chose, où il faut voir que le sujet est la même chose que l'objet, l'identité la même chose que la différence, le lien la même chose que le non-lien, etc., etc. Où donc le travail du négatif a toujours pour issue de se nier lui-même en reconstituant dans la négativité elle-même le sens profond de toute l'affaire, qui est de réunir, et je crois qu'il est très important de finir, si vous voulez, ce parcours que nous venons de faire, n'est-ce pas, sur l'essentiel, de réunir au bout du compte l'universel et le particulier. Parce que la scission dont nous avons parlé tout à l'heure, expérimentée dans la vie de tous les jours, la scission entre le privé et le public, c'est au bout du compte la même chose que la séparation de l'universel et du particulier. Si l'Allemagne est un pays qui n'est plus un État, c'est parce que les intérêts privés, les intérêts particuliers, sont devenus totalement étrangers à l'intérêt commun. Il ne peut plus y avoir d'intérêt commun tant les intérêts particuliers dominent et règlent de leurs oppositions, mais d'oppositions figées précisément, les rapports entre la religion et la politique, entre la politique et les arts, entre les arts et la philosophie, entre Dieu et l'homme et la nature, l'homme et l'homme, etc., etc. Alors l'opposition de l'universel et du particulier, c'est l'opposition qu'il s'agit de surmonter dans la réalité politique elle-même. Et toute la théorie de l'État de Hegel, qui est si importante et qui a tellement fait couler d'encre, c'est la théorie précisément de l'unification de l'universel et du particulier dans la singularité du citoyen. Car la vérité ultime de la science de la logique, chez Hegel,
en même temps que c'est l'idée, c'est aussi de produire cette pensée que l'universel et le particulier peuvent être très exactement la même chose, bien que radicalement opposés, dans la singularité. Si le singulier peut être à la fois la particularité de l'homme privé et l'universalité du citoyen, toutes les contradictions sont surmontées. Et c'est pourquoi il y a un impératif catégorique que l'on pourrait dire chez Hegel, qui est l'impératif de la pratique de la science de la logique lorsqu'on veut être philosophe, aux prises avec le besoin de la réconciliation, de la scission. En 1816, Hegel enseigne à Heidelberg. En 1817, c'est la parution de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, donc une date très, très importante. Et puis, c'est l'arrivée à Berlin en 1818, où Hegel succède à Fichte. Jacques Don. Le passage à Heidelberg est important parce que, vous dites 1816, c'est la première fois que Hegel a un poste de professeur de philosophie statutaire. Il devient fonctionnaire alors. Oui, mais vous voyez, il est né en 70, ça le mène quand même à 46 ans. Oui. Or, il va mourir à 60 ans, il ne sera pas longtemps professeur d'université, alors que tous ses camarades, eux, ont obtenu des postes bien avant lui. Qui sait qu'il est le meilleur et dont toute la postérité pensera qu'il est le plus important, mais les autres ont passé devant, notamment Schelling, qui est important aussi. Mais Schelling a été beaucoup plus précoce. Ingenium precox, disait-on, à Tübingen. Il était entré au Stift à 16 ans. C'était le jeune génie. Ah oui, d'accord. Et il a franchi les échelons en se mariant comme il fallait d'ailleurs, et puis en manifestant son génie. Donc, Hegel, malgré le fait qu'il semblait plus modéré et peut-être plus diplomate et qu'il était plus travailleur et plus sérieux, Hegel a tout de même dû attendre jusqu'en 1816 pour obtenir un poste officiel de professeur. Et à Heidelberg, il a été très heureux. Il a pu travailler tranquillement. Il a été entouré de collègues éminents, notamment le mythologue Kreutzer, et puis le théologien Daub, et il a réussi à publier son encyclopédie, ce qui était en effet, dans la suite de ses œuvres, une étape tout à fait importante. Il avait, à Nuremberg, réussi à publier sa logique, ce qui était une performance, car il avait son travail de directeur de lycée, il venait de se marier, et il écrit lui-même, ça n'est pas rien que d'écrire une logique quand on vient de se marier en si peu de temps. Surtout avec une femme qui avait 20 ans de moins que lui. Une femme très jeune. Et puis, surtout, il a écrit la logique, il le dit, c'était surtout pour avoir des droits d'auteur et pour mettre un peu de beurre dans les épinards du ménage, qui n'était pas... Il a vécu dans des conditions assez difficiles. Et enfin, en 1818, c'est la gloire. On l'appelle à Berlin, au centre des affaires. Il a toujours rêvé d'être au centre. Et cette fois, il était au centre. Alors, à Berlin, il a été accueilli par une équipe gouvernementale relativement progressiste. C'était le chancelier Hardenberg, qui était alors dirigeant politique, très mal vu du roi, mais toléré quand même, parce que c'est Hardenberg qui avait en grande partie sauvé la monarchie en 1814 et 1815, alors le roi lui devait beaucoup. Mais enfin, les adversaires de Hardenberg, en exagérant beaucoup, bien sûr, et en falsifiant la réalité, les adversaires de Hardenberg le qualifiaient de jacobin. Et Hardenberg a été, dans tous les congrès internationaux, notamment au congrès de Vienne, le défenseur de la maçonnerie,
alors que tout l'État prussien était hostile à cela, n'est-ce pas? Le défenseur des Juifs, des maçons, des Jacobins, c'était beaucoup. Mais c'est ce chef-là, à qui Hegel a d'ailleurs dédicacé sa philosophie du droit, c'est ce chef-là qui avait comme ministre un nommé Altenstein, ministre extraordinaire, car dans ce ministère prussien, Altenstein était à peu près le seul à avoir quelques idées, comment les qualifierais-je? J'ai dit progressiste, c'est un mot qui a pris maintenant un sens trop particulier, disons des idées éclairées. Il était un petit peu fichtéen. Il prétendait qu'il ne fallait pas faire travailler les enfants dans les mines, alors que les autres ministres du gouvernement disaient qu'il valait mieux que les enfants travaillent dans les mines plutôt que de donner une éducation à des étudiants, ce qui leur tournait la tête. Altenstein était certainement l'élément le plus sympathique et le plus éclairé du gouvernement, et c'est lui, Altenstein, qui a soutenu, avec son subordonné Schulz, Hegel, dans les premiers temps du séjour à Berlin. Et donc, dans les premiers temps du séjour à Berlin, du point de vue politique, ça a été à peu près. Mais ça a vite mal tourné parce que Hardenberg est mort et que les successeurs de Hardenberg ont adopté une toute autre ligne politique. Alors, cela a été, surtout après l'assassinat par un étudiant en théologie de Kotzebue, ça a été la répression du mouvement étudiant et Hegel a été mêlé à cela. De ce point de vue, je crois qu'on doit signaler une polémique, ou plutôt une absence de polémique qui est regrettable. À mon avis, mais ce n'est qu'un avis, et bien sûr, je peux très bien être dans l'erreur. À mon avis, la vie d'un philosophe n'est pas sans importance pour son œuvre. Bien sûr, les œuvres comptent avant tout, et c'est sur elles qu'il faut s'appuyer d'abord. Mais quand on rencontre dans la vie du philosophe des éléments qui peuvent contribuer soit à éclairer l'œuvre, soit parfois à l'obscurcir, il faut tout de même tenir compte de la réalité objective de ces éléments. Or, à Berlin, on constate que Hegel a eu en quelque sorte deux vies. Il y a eu la vie publique. C'était le professeur, Herr Professor. Le professeur estimé, honoré jusqu'à un certain point. Il n'a quand même pas été admis à l'Académie des sciences de Berlin. Il n'a pas été décoré des décorations les plus hautes. Il était quand même célèbre, auréolé. Auréolé et célèbre parmi ses étudiants et ses amis, parmi les intellectuels, parmi les gens instruits et éclairés, suspect parmi ceux qui n'entraient pas dans ces catégories-là, notamment ce qu'on appelait la camarilla de cour, les gens de cour qui n'avaient rien appris de la Révolution française et qui ne tenaient pas à changer le style de vie et de pensée, et qui se méfiaient beaucoup de Hegel. Et Hegel a contribué à accroître ces méfiances par la seconde vie, si je puis dire. En exagérant un peu, les choses ne sont pas aussi tranchées. Avec Hegel, les choses ne sont jamais tout à fait tranchées. Mais il y a eu quand même chez Hegel une activité dont je me suis pour ma part efforcé de retrouver les traces. Par exemple, tous les répétiteurs que Hegel a successivement recrutés, répétiteurs qui étaient chargés d'expliquer ses cours aux étudiants, une espèce de rattrapage, n'est-ce pas? Les étudiants ne comprenaient pas vite, alors il fallait des répétiteurs qui racontaient les choses. Tous ces répétiteurs ont été successivement arrêtés, emprisonnés, révoqués. Quelques-uns ont vu leur carrière et même leur vie brisée pour toujours, comme Karové, par exemple, et bien d'autres. Gans lui-même a été révoqué, un disciple chéri. Et Hegel, donc, se rendait très suspect en recrutant chaque fois des gens qui étaient chaque fois arrêtés. Bien sûr, les arrestations étaient très arbitraires. Il y en a un qui a été arrêté parce qu'on avait trouvé chez lui des lettres de sa belle-mère qui étaient favorables à Napoléon. Alors, évidemment, si on inculpe quelqu'un à cause de ce que sa belle-mère a dit, ça peut aller très loin. Mais enfin, la police n'était pas absolument absurde ni inconsciente. Elle savait bien qui elle arrêtait. Et elle arrêtait donc les gens suspects. Hegel a soutenu ses étudiants, eux aussi arrêtés ou comment disait-on, expulsés du territoire de Berlin.
Il est intervenu, il a donné des cautions pour que certains soient libérés. Il se rendait lui-même très difficile à vivre, parce que bien sûr tout cela n'était pas très connu du public, mais la police, elle le savait, et la justice aussi, puisque ça se trouve dans les actes. Il y a une petite histoire qui, en elle-même, permet de passer sous silence tous les détails, parce qu'elle est significative. Il y a un de ces répétiteurs, ou un de ses étudiants, mais les répétiteurs étaient souvent en même temps des étudiants. Je crois que ça devait être von Henning, mais on n'en est pas sûr. Il y en avait un qui avait été arrêté et qui était enfermé dans une prison qui se trouvait au milieu de la Spree, la rivière, n'est-ce pas? Donc, la prison était bien gardée puisqu'il fallait passer dans l'eau pour en sortir. Et les amis de ce prisonnier, dans l'enthousiasme de leur jeunesse, d'une façon peut-être inutile, imprudente, peut-être même nuisible aux prisonniers inculpés, ses amis avaient décidé d'aller lui rendre une petite visite en bateau pour lui témoigner de leur amitié et de leur confiance, la nuit, en bateau, et Hegel a été avec eux, sous les fenêtres du prisonnier. Ils ont échangé quelques mots, d'ailleurs, d'une grande banalité, qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire, mais comme dit son biographe, Hegel aurait bien pu recevoir la balle d'une sentinelle dans cette affaire. Alors, quand on a pu dire, par exemple Lucien Hare, dans la grande encyclopédie, que Hegel était un conservateur étroit, qu'il n'avait pas de vie active, qu'il était, etc., n'est-ce pas? On peut sourire un peu, car il y a finalement bien peu de professeurs de notre temps qui iraient comme ça la nuit en bateau aller saluer un prisonnier d'État, un prisonnier politique. Hegel l'a fait. Tout de suite après sa mort en 1831, pendant une épidémie de choléra, deux interprétations de l'œuvre de Hegel s'affrontent. Conservateur étroit ou révolutionnaire? Ces deux Hegel, avec toutes les variantes possibles, existent toujours aujourd'hui. Je vous propose donc d'entendre le point de vue et l'analyse de Tony Negri et de Gilles Châtelet, deux lecteurs de Hegel, qui exemplifient cet antagonisme. Et tout d'abord, Tony Negri. Hegel est le philosophe de la modernité, c'est-à-dire est le philosophe qui résume dans son système l'ensemble des propositions que la modernité a produit, qui définissent la modernité en tant que telle, le sens de l'individualité, le sens de la subjectivité créatrice, le sens de la destinée humaine faite à travers le processus historique, et qu'à côté de ça, il ajoute ce qui est l'expression complémentaire de la modernité. Ça veut dire le sens du pouvoir, le sens de l'ordre, le sens de la dialectique ordinatrice du processus historique. Donc, il est incontournable en tant qu'exemple, exemplum, dans le sens plein du mot, en tant que paradigme de la modernité. Mais nous, on est en dehors de la modernité. Nous, on a dépassé la modernité. Donc, Hegel est incontournable comme, pour les hommes du Moyen-Âge, était incontournable Aristote. Quand vous dites modernité, Tony Negri, et que vous définissez les termes de cette modernité, vous donnez un certain nombre d'adjectifs qui sont aussi positifs que négatifs.
Est-ce qu'il y a deux Hegel pour vous, ou bien est-ce que vous pensez que Hegel, c'est une pensée complètement cohérente et fermée sur elle-même? Je pense que Hegel, c'est une pensée fermée. Fermée complètement. Cohérente dans le sens que, justement, la liberté et la contrainte, l'individualité et la généralité, la subjectivité et la nécessité objective sont renfermées. Que l'âme, l'esprit du système hegelien est cette recherche continue, cette technique extrêmement raffinée de faire dans tout moment coïncider, arriver au même, à une clôture complète des termes contradictoires. La dialectique n'est rien autre que ça. La dialectique formulée dans la façon hegelienne. C'est toujours l'être, le néant et l'absolu. C'est chaque fois l'affirmation, la négation et le dépassement. Mais ce mécanisme est un mécanisme qui est inséré dans un destin, dans une impossibilité de se dépasser. Toutes les catégories hegeliennes sont des catégories qui déterminent l'infinité comme élément naturel, comme élément qui conclut un processus. Au fond, ça c'est la grandeur d'Hegel. Le fait d'avoir compris que la révolution de la Renaissance, dans sa crise et dans sa conclusion, qui est une conclusion bourgeoise, capitaliste, cet ordre, qui était un ordre de liberté, il devait être ordonné. La liberté ne peut pas être créativité absolue qui s'ouvre de tous les côtés. Le rationnel doit correspondre au réel. Et le réel est cette horrible chose que nous souffrons et que la modernité nous a laissé, mais qui a été construit. Vous imaginez, je ne sais pas, moi quand je pense aux Hegeliens, peut-être parce que je suis italien, je pense aux Hegeliens fascistes. Le fascisme a eu une philosophie hegelienne. Naturellement, il y a eu aussi Marx et tout le reste dans l'hégélisme. Mais Hegel, il était le philosophe d'une société qui était contente d'elle-même, d'une société qui était dans la plénitude de sa capacité sociale d'expression, dans lequel la description, la phénoménologie du réel et de ce qui se passait, ça veut dire la phénoménologie du travail, de l'organisation du travail à niveau social, de la division du travail entre les classes et entre les nations, tout le grand patrimoine libéral était conclu dans cette approche et dans cette théorisation du réel. Au fond, c'est le libéralisme triomphant pour vous, hein, c'est ça? C'est le libéralisme, en réalité, d'une classe qui est consciente de soi et qui, dans le système de l'esprit, ça veut dire dans le système de l'histoire, se présente en tant que classe non aristocratique, mais en tant que classe possédante, en tant que classe capitaliste, en tant que classe détentrice des moyens de production, en tant que satisfait d'elle-même, en tant que capable et reconnaissante sa capacité de donner la rationalité au monde. Bon, en réalité, donc, pour vous, Hegel, c'est le théoricien de la révolution bourgeoise. Oui, et avec un niveau de conscience qui est un niveau de conscience beaucoup plus élevé de ceux de beaucoup de ses contemporains. La position d'Hegel est une position dans laquelle il s'uniforme de plus en plus un libéralisme fort, puissant, constructif. Chez Hegel, la philosophie de l'entrepreneur est une philosophie forte. Hegel accepte
la conception de l'entrepreneuriat en tant qu'élément dialectique. Ça veut dire comme élément de commandement sur des classes qui sont des classes productrices. Vous êtes très sévère vis-à-vis de Hegel, hein, Tony Negri. Vous en faites un homme dangereux. Oui, mais c'est évident, parce que s'il est effectivement ce que j'ai dit, non, et je crois que mon interprétation est une interprétation correcte d'un point de vue philologique. Ça veut dire que personne ne peut nier qu'Hegel soit celui qui a inventé cette forme dialectique aussi contraignant, aussi capable de comprendre des aspects contradictoires du réel. Mais cette contradiction est la contradiction qu'il faut ouvrir. Ça veut dire Hegel reconnaît quelque chose qui, dans une civilisation comme la civilisation bourgeoise du 19e et de la première moitié du 20e siècle, était tout à fait hégémonique. Il reconnaît les contradictions qui sont à la base de ces processus et il les joue. Il les joue pour les justifier. Il les joue pour compléter l'explication du processus historique comme quelque chose de cohérent et rationnel. Le concept de rationalité hegelienne est un concept de rationalité qui fonctionnait naturellement dans la tête des gens qui faisaient ce métier-là. Ça veut dire le métier de dominer. La rationalité hegelienne est quelque chose d'une puissance formidable de ce point de vue. C'est quelque chose de naturel. Hegel a développé, mais c'est comme dire Saint Thomas, d'Aquin a en réalité interprété le cléricalisme dans sa forme la plus parfaite. Comment est-ce que vous analysez, Tony Negri, je dirais pas ce retour à Hegel, parce que ça m'embête un peu de dire ça comme ça, mais au fond, ces propositions diverses qui viennent quand même de tous les horizons de la pensée, d'une relecture de Hegel. Le problème, ce n'est pas seulement celui de s'opposer à un libéralisme triomphant et féroce, mais c'est surtout celui d'inventer une nouvelle perspective. Et cette nouvelle perspective, on ne peut pas l'inventer si on ne fait pas l'économie jusqu'au fond de la tradition hegelienne et de ces instruments dialectiques. La dialectique est inventée pour mettre d'accord l'objectif et le subjectif. Mais aujourd'hui, l'objectif est insupportable, est inacceptable, est parasitaire. Si on n'a pas la capacité d'arriver vraiment à reconnaître le moderne comme quelque chose qui nous est aux épaules, de réaliser une césure nietzschéenne sur ce passage entre la modernité et quelque chose d'autre. Donc, de retrouver un point de vue de la subjectivité et de la construction singularisée du réel. Hegel reviendra toujours, mais exactement comme pour les croyants revient Saint Thomas. Gilles Châtelet, vous êtes mathématicien et philosophe, et comment se fait-il qu'un philosophe mathématicien puisse s'intéresser à Hegel? Ce qui m'intéresse dans Hegel, j'ai presque envie de dire, c'est le côté absolument diabolique, et même, je dirais même diaboliquement moderne. Je vais lire une petite citation d'un auteur qui s'appelle M. Hello, que je ne connais pas. Ernest Hello, qui était un grand catholique. Ah bon, vous voyez, ça tombe très bien. Enfin, c'est un pur hasard. Hegel a condensé l'erreur, il l'a systématisée, il l'a proférée, si je puis ainsi parler, tout entière et tout entière en un mot. Sa formule est sur le frontispice de l'école de Satan, qui désormais se moque des imitateurs en les défiant de faire mieux. Satan s'est reconnu dans la formule hegelienne, il l'a admirée comme une chose à lui, car l'orgueil, Satan et Hegel poussent le même cri,
l'être et le néant sont identiques. Donc là, il y a un côté vicieux et scandaleux de Hegel, dont on imagine souvent comme un professeur pontifiant ennuyeux, alors que je crois qu'il s'est vraiment heurté au mal. Il a essayé de négocier, de trouver des articulations avec le mal. Alors qu'est-ce qui me plaît dans Hegel? Je dirais que c'est une espèce de joyeuse inquiétude de la dialectique. Ça semble paradoxal, parce que on voudrait trouver une espèce de moment de joie qui n'en finisse pas. Non, si on veut s'imaginer la joie que peut me donner la dialectique, et je suppose que des gens comme Croce l'ont senti, enfin tous les gens qui ont lu et admiré Hegel ont ressenti, c'est la joie qu'on éprouve non pas dans une béatitude, mais dans cette espèce de moment extrêmement court et précieux qu'est la victoire après un combat qu'on a gagné. Je crois que c'est peut-être l'essence de dialectique. Alors là, je voudrais quand même essayer de démonter quelques préjugés habituels sur la dialectique. La dialectique, on lui concède une certaine causticité, une certaine capacité, en quelque sorte, à démolir. On dit, la dialectique, c'est bien joli, mais finalement, tout ça, ça dissout, ça met tout dans le néant. Je crois que c'est une vision. Ou alors, ce qu'on dit, c'est au contraire, c'est une espèce de truc qui permet de démontrer n'importe quoi, une espèce de triade facile, thèse, antithèse, synthèse. Je crois que la dialectique, telle que l'a compris Hegel, d'abord c'est une formidable attaque contre précisément ce qu'on pourrait appeler les scléroses, les thromboses de l'entendement. Je crois quand même, s'il y avait, je vais essayer de traiter quelques thèmes qui me semblent absolument cruciaux, mise en croix de la dialectique et transfiguration de la dialectique, il y a ce problème de l'entendement. L'entendement, Hegel dit que c'est la puissance la plus merveilleuse. C'est une puissance analysante. C'est la puissance qui divise. L'entendement est diviseur. L'entendement, en quelque sorte, coupe, découpe. L'entendement, c'est quoi? C'est donc une chose qui s'occupe, c'est absolument lié à ce que Hegel appelle l'extériorité. C'est-à-dire, effectivement, ce dont Hegel a absolument horreur, et je crois qu'il est ici tout à fait en phase avec des gens qui seraient hostiles à un certain type de logicisme, qui considéreraient, par exemple, que la philosophie des sciences n'existe qu'en tant qu'elle est capable de s'occuper de la grammaire des propositions, de façon à assurer une communication transparente. Alors justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en partant de cette analyse de l'entendement, d'un entendement en quelque sorte se prendrait complètement au jeu, serait en quelque sorte dans l'obsession, dans la compulsion de la division et de la séparation, en oubliant que pour diviser, pour couper, pour découper, pour faire des cadastres, eh bien, encore faut-il avoir des ciseaux. C'est-à-dire que je crois que c'est ça l'idée génie de Hegel, et qui est en quelque sorte amplifiable dans Marx, c'est cette capacité à comprendre que tel geste de découpe de l'entendement a toujours un point aveugle et mobilise un autre geste. Je crois que c'est ça, s'il y a bien une chose, on a beaucoup prétendu depuis une vingtaine d'années, ça commence à cesser d'ailleurs, que la dialectique est une chose démodée, la dialectique est une chose complètement flétrie. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi jeune. Cette capacité, non pas seulement à penser les présupposés, mais avoir compris, et c'est quand même Hegel qui l'a compris la première fois, qu'effectivement tout geste posé fait allusion à un autre geste, et c'est comme ça qu'il faut comprendre la dialectique. Ceci écarte évidemment toute critique d'ordre moral. Il n'y a qu'à partir du moment où, au fond, si la société est si bête, si sclérosée, si c'est lié à des pratiques, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on peut essayer de détecter, de repérer les gestes à partir de quel moment, effectivement, tout se sclérose. Enfin, c'est ça ce qui fait la puissance de Hegel. Donc, la critique et l'admiration de l'entendement diviseur. D'où toute cette ambiguïté autour de la philosophie de Hegel. Hegel s'installe, disons, dans la diffusion de sa pensée, un peu après les philosophies de la nature de Schelling, enfin, sensiblement. Et il dira à Schelling, à son ami Schelling, « Tu t'installes trop vite au banquet de l'absolu. » Dans Hegel, il y a l'effort absolument héroïque d'être capable de se heurter, de se prendre l'obscur à bras-le-corps, l'irrationnel à bras-le-corps, de capter, de saisir ces gestes
et de faire allusion à d'autres gestes, de pousser au-delà de son ombre. Je crois que c'est là aussi un des thèmes fantastiques de Hegel, c'est de penser le débordement de son ombre. Je parlais tout à l'heure du saisir, mais sauf que c'est fassen, en ce qu'il est un peu différent de greifen. Le fassen, le fasse, c'est le tonneau. Eh bien, si on veut l'entendement, quand il se dégrade, quand il se sclérose, il met en baril. C'est une pensée de l'embouteillage. C'est pas un hasard si nos sociétés modernes, que j'appelle les démocraties mercantiles, en sont complètement immergées dans la statistique. Et on a cette espèce d'effet paradoxal que plus les choses deviennent visibles, plus effectivement on a des moyens de savoir si lorsque monsieur machin fait tel truc, la vente des poupées de chevelure blonde va augmenter de 5%, ça on est parfaitement capable de le préciser. Et pourtant on a l'impression d'une société qui se dissimule à elle-même de plus en plus de choses. Puisqu'effectivement, elle est complètement entonnelée. En quelque sorte, c'est une société qui, effectivement, nous donne des libertés empiriques, c'est ce que dira très bien Hegel. Elle est parfaitement capable de tolérer un minimum de libre arbitre, mais c'est pour les encapsuler. Donc, si vous voulez, c'est une civilisation qui fait une civilisation de l'entonnellement, si je puis dire. C'est ça le façon. Donc, Hegel dit, bien sûr, vous avez fabriqué un tonneau, mais comment l'avez-vous fabriqué? Quel geste avez-vous fait? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de propulser la pensée que dans des tonneaux? Non, mais donc vous êtes d'accord avec cette citation de Hello Effectivement, Hegel, c'est le diable. C'est une des personnes les plus subversives de l'histoire de l'humanité. Une vie, une œuvre. Georges Wilhelm Friedrich Hegel, avec Jacques Donte, Jean-Pierre Lefebvre, Pierre Osmo, Tony Negri et Gilles Châtelet. Mixage, Serge Ristich. C'était une émission de Christine Goémé, mise en onde par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet.